Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal au sommaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était en visite de travail à l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Sur place, Abdourahmane Diouf s'engage à améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. Les vacances citoyennes vont bientôt démarrer. À cet effet, les ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture ont signé une convention qui va dans le sens de la mobilisation des jeunes dont leur partition est déterminante pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. C'est d'ailleurs le thème de l'édition de cette année. Ce constat, juste après la Tabaski, le poisson se fait rare sur les marchés. La cause demeure la pause observée par les pêcheurs pour profiter de la période d'après Tabaski. Nous avons été au marché Soumbédioune. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a effectué une visite de travail à l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Il promet d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. Nous faisons le point de cette visite avec Claire Diop. Durant 2 jours, l'autorité a visité les sites se trouvant à Kaolack, Fatick et Kaffrine. Accompagné de ses services techniques, le docteur Abdourahmane Diouf est venu s'enquérir des conditions de travail des enseignants, aussi d'apprentissage des étudiants de l'université El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Situation faite de visu, séance tenante, des mesures sont annoncées. Nous avons identifié avec les autorités les différents problèmes. Et il y en a 3 essentiellement. Le problème du budget, le problème des infrastructures et le problème du recrutement. Sur le problème du budget, nous avons déjà fait le diagnostic que c'est un problème général pour l'année 2024. Il y aura une loi de finances rectificative. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous allons travailler en tant que ministère de faire en sorte d'obtenir les rallonges qui nous permettront de ne pas avoir des fins d'année difficiles. L'UCN, une université thématique, la structure travail a impulsé la souveraineté alimentaire à partir des terroirs. Du point de vue infrastructure, beaucoup de manquements notés. À ce niveau également, l'autorité rassure. Nous avons identifié les problèmes administratifs, les problèmes financiers et les problèmes liés aux différents contrats. Nous avons l'optimisme de croire que le budget qui a été ficelé pour cela pourra être obtenu assez facilement par le ministère pour vous permettre, dès le mois d'octobre, de rentrer dans vos nouveaux locaux, qui sont très jolis et très bien faits au passage. Autre question évoquée, le déficit d'enseignants criards à l'UCN. L'État prévoit un recrutement massif pour combler le gap. On a quantifié 1500 enseignants-chercheurs à recruter pour une première vague. L'UCN a exprimé ses besoins. Nous en tenons compte. Nous avons vu que les ratios d'encadrement des étudiants ici est extrêmement problématique. J'ai vu des ratios de 1 enseignant pour 96 étudiants, 1 enseignant pour 196 étudiants, des fois même 1 enseignant pour plus de 200 étudiants. Alors que vous êtes dans des domaines où vous avez besoin de faire de la pratique et vous avez besoin d'avoir la présence physique de vos enseignants pour vous encadrer. La délégation du ministre a aussi rendu visite à la radio communautaire UCN FM, la voix de l'étudiant. L'initiative est saluée par le docteur Abdourahmane Diouf, car cadre d'échange et de partage de toutes les parties prenantes. Créée en 2013, l'UCN, une université d'excellence de 4e génération. Elle a une vocation agricole et se veut le soubassement d'un développement durable à la base. La souveraineté alimentaire au Sénégal, la jeunesse s'engage. C'est le thème des prochaines vacances citoyennes pendant l'hivernage. Pour réussir ce pari, le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, qui en est l'initiateur, a signé une convention avec celui de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Penambo. Ce partenariat scellé entre les ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire entre dans le cadre de la vision stratégique du projet commun pour un Sénégal souverain. Ce partenariat symbolise aussi l'engagement des 2 tutelles à travailler ensemble et à développer des synergies au bénéfice des jeunes. Durant les grandes vacances scolaires de cette année, notre objectif est de créer de véritables entrepreneurs agricoles.
à travers l'exploitation de fermes agricoles qui seront des cadres d'expression d'une volonté affirmée de promotion de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agriculture, en tant que moyen efficace de lutte contre la cherté du coût de la vie et de renforcement du pouvoir d'achat des ménages. Cette convention, dira le patron de l'agriculture, est plus qu'un accord. Elle symbolise aussi notre engagement à travailler ensemble, à mutualiser nos ressources et à développer des synergies pour maximiser l'impact de nos actions au bénéfice de la jeunesse sénégalaise. Donc, vive la solidarité gouvernementale. Je suis convaincu que ce partenariat permettra d'apporter des réponses innovantes et durables à des défis multiformes auxquels nous faisons face. Il est donc essentiel que nous maintenions des relations étroites de collaboration, que nous poursuivions nos efforts conjoints pour mobiliser les ressources nécessaires et la réalisation de nos objectifs communs. La culture, les acteurs culturels, les artistes ont un rôle fondamental du point de vue de l'importance qu'ils ont dans la transmission du message, mais également dans l'implication pour l'animation, parce que ce programme également demande de l'animation. Les acteurs donc sont au cœur justement de l'élaboration et la diffusion du message qu'il doit porter, qui doit faire promouvoir et apporter justement la concrétisation de ce programme un peu partout dans le pays. Ainsi, pendant ces vacances agricoles et patriotiques, les actions qui vont être menées vont fortement contribuer à l'amélioration du niveau de vie des jeunes et à la promotion de l'emploi, sans compter la construction d'un Sénégal plus fort et plus résilient. Retour sur les incidents au camp pénal de Liberté 6 la semaine dernière. Des fouilles ont été opérées par l'administration pénitentiaire suite au refus d'obtempérer de certains détenus de la chambre 8 de répondre à l'appel nominatif Qu'en dit la loi? Réponse avec le secrétaire général de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, Sir Gomis, qui était sur notre plateau de 20h. Il faut mettre les agents dans des conditions de travail qui leur permettent en amont déjà de contrôler tout ce qui entre en prison. Voilà. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est l'éducation, le dialogue permanent avec des personnes qui sont privées de liberté. Seulement en cas d'échec, que l'administration utilise d'autres moyens, comme l'usage de la force, et les permis, en tout cas, faire en sorte que la loi soit respectée. Ensuite, ceux qui sont en détention, ils ont intérêt à bien se comporter pour bénéficier des mesures qui leur permettront de sortir avant le terme de leur condamnation. Ce sont des outils qui sont à la disposition, donc des récompenses, disons, ceux qui se comportent bien. Ce que nous faisons, parce que l'Observatoire national, quand nous visitons les lieux de privation de liberté, nous faisons des recommandations. Certaines sont adressées au directeur d'établissement, d'autres sont adressées à la hiérarchie. Nous avons aussi la possibilité de donner nos avis sur tout projet, en tout cas concernant les lieux de privation de liberté, notre avis par rapport à l'alimentation, par rapport au couchage. Maintenant, il faut reconnaître qu'au Sénégal, il n'y a pas trop de bandades de dépôt, contrairement à ce que les gens disent. Il y a la surpopulation, effectivement, ça c'est par rapport au nombre de places qui sont disponibles. Mais sur une population de 18 millions d'habitants, nous avons 1%, c'est 188 personnes. Et ceux qui sont passés en prison en 2023, ils sont à peu près moins de 30 000. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a délivrance systématique des mandats. Ce qu'il faut, il faut augmenter les places, pourquoi pas construire des prisons. Mais le mieux, c'est d'agir en amont par une politique de prévention assez précoce de la criminalité pour éviter que les gens se retrouvent en situation de conflit avec la loi. Ouverture ce dimanche au Rwanda de la campagne pour les élections présidentielles et législatives des 14 et 15 juillet. Candidat à sa propre succession, le président Paul Kagame est à la tête d'une coalition de 8 partis du Front patriotique rwandais. Il est largement donné favori. Il a en face de lui 2 autres prétendants. Envoyé spécial René Massiga-Diouf. Devant ses partisans venus très nombreux, le président rwandais a délivré un message d'engagement. Il a mis l'accent sur les acquis de sa présidence, ses réalisations, les perspectives de sa gouvernance. Ses militants ont proposé de ce fait sa candidature à la prochaine présidentielle prévue le 15 juillet et il a accepté, dit-il. Le leader du Front patriotique rwandais a surtout fait de son bilan son principal allié. Il n'a pas manqué d'évoquer son engagement politique et les idées qui le sous-tendent. Est-ce que vous voyez le monde tout autour? Ça veut dire que notre président a du support. Nous
nous sommes derrière lui et nous allons le voter à 85%. Avant, on n'avait pas la parole au monde. Aujourd'hui, on a la parole. Il a des valeurs d'un visionnaire. On doit continuer avec cette vision pour 5 ans. Il a des projets à réaliser, des grands projets qu'on attend pour lui. Personne ne peut réaliser ça si ce n'est pas Paul Kagame. La question de la démocratie dans son pays et la trajectoire positive que celui-ci a connue ces dernières années a été aussi un des axes majeurs de son speech d'une quarantaine de minutes. Très détendu, sûr de lui, il a harangué cette grande foule réunie dans cette vaste zone au pied des collines. Son entrée dans le stade de Boussogo, au nord du pays, a été un moment fort acclamé. Des drapeaux, des casquettes et des t-shirts à son effigie, rien n'a été de trop pour l'accueillir par les militants. Entre des cris de joie et des applaudissements, le président rwandais a salué à chaque fois de la main l'Assemblée, de grands moments de communion. Il y a la réalisation, il y a l'unité nationale, il a combattu il a arrêté le génocide. Ça c'est fort, ça c'est très fort pour nous. Il nous a sauvés, il a créé l'emploi, l'unité et nous serons toujours derrière lui. On est des Rwandais, il n'y a pas de Hutus, il n'y a pas de Tutsis, il n'y a pas de Tois. Il n'y a pas de tribus ici. Ça, c'est un signe de réconciliation. Après le génocide contre les Tutsis, il y avait une insécurité terrible. Alors il y a un message particulier pour les personnes qui sont venues ici pour dire vous connaissez très bien la sécurité qui est venue au pays, vous connaissez ce qui s'est passé. La ville de Musanze, c'est la deuxième grande ville au Rwanda. Alors il essaie de dire ensemble, on a fait quelque chose de spécial, on va continuer ensemble. C'est ça le message du président ce matin. Cette grande manifestation politique du parti au pouvoir rwandais marque le début de la campagne pour les élections présidentielles et législatives prévues les 14 et 15 juillet 2024. En face du président sortant, 2 autres candidats sont en lice à la tête d'une coalition de 8 partis. Le leader du Front patriotique rwandais est donné largement favori par tous les observateurs. Exposition d'œuvres d'art photographiques à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, une initiative de l'artiste Otengate du Sud, Bana Sadio. L'expo dénommée Hier et Demain met en exergue le lieu de l'assassinat de Thomas Sankara et les dégâts des manifestations sociales qui ont eu lieu au Sénégal. Michel Mendy. Sur les tableaux accrochés au mur, on peut voir l'ampleur des dégâts des manifestations sociales, parfois assimilées à des révolutions. Pour sensibiliser les populations, l'artiste Otengate du Sud, Bana Sadio, se lance dans cette exposition photo dénommée Hier et Demain. Les œuvres fait appel à une réflexion et que tout un chacun, à travers ces œuvres, puisse comprendre l'impact des dégâts qui ont été faits durant les manifestations. Et à partir de là, faire une prise de conscience globale qui peut permettre à tout le monde de pouvoir en réalité changer et puis à mettre quelque chose pour que demain on ne vit pas sur ce genre de phénomène-là. En effet, c'est la conduite des hommes qui amène tout ce scandale-là. Mais si on a une bonne conduite, comme l'avaient laissé nos ancêtres, dans l'éducation, qu'on sait qui nous sommes, nous saurons bien d'où nous allons. Des scènes de violence prises au Sénégal et au Burkina Faso sur le lieu de l'assassinat de Thomas Sankara. Cette exposition retrace un peu ces périodes de violence parce que, comme l'a dit l'artiste, il y a eu beaucoup de témoignages vivaces d'artefacts qui datent de la révolution burkinabé. Il a été vraiment à la maison de la Révolution où Thomas Sankara a été assassiné un certain jeudi 15 octobre 1987. Et il a pris des photos de beaucoup d'archives, beaucoup d'éléments qui retracent un peu cette période-là. Et dans ce capharnaüm, nous pouvons voir que chacun est libre de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour mieux comprendre le présent complexe dans lequel nous vivons, mais également pour se projeter vers l'avenir et, comme disait Sankara, inventer notre futur. Au milieu de l'exposition, l'esprit d'Issigi est raconté dans un tableau de 3 mètres sur 1 et qui condense masques, symboles et rites des peuples Dogon. Je l'ai appelé l'intrus ici, mais il est plus connu sous le nom de l'auvent de la circoncision. Donc l'auvent de la circoncision, ici, il nous parle de cérémonies rituelles qui se passent au Mali, chez les Dogons. Mais cette cérémonie se retrouve ici au Sénégal
avec les Diola et les Mandins qui le pratiquent, qui est la cérémonie de circoncision. Et cette cérémonie de circoncision appelle à des valeurs. Et je pense que aussi ces valeurs morales doivent être réécrites encore pour au moins se faire connaître cette façon de vivre de nos ancêtres, comment ils le faisaient avec des différents rituels qui sont extrêmement importants. Bana Sadio, l'artiste au Tengadé du Sud et le lauréat du prix Ripo, rencontre internationale de peinture de Ouagadougou de février 2024. Les visiteurs auront l'occasion de contempler ses œuvres durant le mois de l'exposition, avant que l'artiste se rende au Cap Skirring pour rencontrer un autre public. Sport, bonne nouvelle pour l'athlétisme sénégalais. Cheikh Tidiane Diouf est champion d'Afrique du 400 mètres. Une performance réalisée hier après-midi à Douala, au Cameroun, à l'occasion des 23e championnats d'Afrique. Il a fait un chrono de 45 secondes 23 centièmes. Ibrahim Mboupa. Il fait briller le Sénégal à Douala. Cheikh Tidiane Diouf décroche son premier titre de champion d'Afrique. La performance est d'autant plus retentissante que depuis 1996, aucun athlète sénégalais n'était monté sur la plus haute marche du podium du 400 mètres chez les hommes. À 29 ans, Cheikh Tidiane Diouf vit son moment de gloire sur le tour de piste. Il a réalisé un chrono de 45 secondes 23, suffisant pour le hisser au sommet du 400 mètres plat continental. À la 51e place du ranking mondial avant les championnats d'Afrique, Cheikh Tidiane Diouf va sûrement gagner des places, ce qui devrait lui permettre de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Au cas échéant, ce sera une performance de plus pour cet athlète qui a découvert la première discipline olympique sur le tard. Médaille d'or aux derniers Jeux de la francophonie, médaille de bronze aux Jeux africains d'Accra, Cheikh Tidiane Diouf s'offre l'or cette fois-ci, malgré un mal de dents qui l'a empêché de s'entraîner depuis son arrivée à Douala. Voilà, merci beaucoup, vraiment. Et puis, football, Teungueth FC a reçu son trophée de champion du Sénégal. Les Rufisquois ont été honorés par la Ligue sénégalaise de football professionnel au stade Galandou Diouf dans une belle ambiance. Fatoumata Savané. Être champion du Sénégal, cela se fête. Les Rufisquois sont venus accompagner leur équipe pour ce moment glorieux pour leur club. On est heureux et comblé vu le parcours de notre équipe. On est fiers, on va les accompagner. Aujourd'hui, on est très content de notre sacre. Ce n'était pas facile, mais les joueurs ont été costauds tout au long du championnat. Nous sommes fiers. Du bonheur et de la fierté, voilà notre ressenti. Tout Rufisque est très heureux de cette consécration. L'organisation de cette cérémonie de remise est une occasion pour la Ligue professionnelle de magnifier le déroulé du championnat, mais aussi de féliciter tous les acteurs. Ils ont dominé le championnat du début jusqu'à la fin et ils ont mérité leur sac. Teungueth est un beau champion et aujourd'hui, c'est la DER. Et nous sommes venus pour consacrer Teungueth, qui n'est pas à sa première. C'est la deuxième fois qu'ils sont champions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ils sont allés en Afrique 2 fois, ils vont y aller encore une 3e fois. Teungueth FC, un club qui a intégré la Ligue professionnelle en 2014-2015, est désormais un des clubs phares du pays. Son président affiche sa fierté. Dire merci à tout le monde, dire alhamdoulilah, dire merci à toute la population sénégalaise, aux Rufisquois, à tous les gens, parce que c'était difficile. On a démarré une saison au mois de juin, de recrutement comme toutes les équipes. Donc sur 14 équipes, si Dieu vous donne le trophée, il y a du travail, mais il faut être reconnaissant et savoir que le plus dur commence. Tout le monde nous attend, ça va être encore plus dur, chaque année c'est encore plus dur. Mais ça c'est un état d'esprit qu'il faut inculquer. Et c'est une fierté pour les jeunes qui sont là, qui s'épanouissent. Et on aura une belle fête. Je suis juste heureux, mais tout le mérite revient à mes coéquipiers.
Toutes les équipes voulaient être championnes à la fin, mais c'est nous qui avons ce privilège. La fête a été belle et les supporters ont eu également leur moment de communier avec les nouveaux champions du Sénégal. Et le ministre Abdourahmane Diouf, natif de la ville de Rufisque, a assisté à cette fête. Il a félicité les dirigeants. Il est au micro de Fatoumata Savané. Voilà, je suis venu en tant que citoyen, fils de Rufisque, pour féliciter le président Babacar Ndiaye, féliciter le Teungueth FC Club pour le rayonnement qu'il apporte à la fois au football sénégalais et au football rufisquois. Parce qu'avoir une équipe qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui parvient à se hisser au plus haut niveau du football sénégalais, c'est une fierté pour Rufisque. Et aujourd'hui, le nom de Rufisque est partout. Et l'année prochaine, nous serons en Afrique. Et ce sera une occasion encore pour Rufisque de se faire connaître. Donc moi, je serai toujours là en tant qu'organisateur, en tant que parrain, en tant que supporter, en tant que citoyen de la ville de Rufisque. Il s'y ajoute qu'on aura une deuxième équipe en première division l'année prochaine. Ce sera une concurrence saine. Et mon vœu, c'est que Rufisque devienne très rapidement la capitale du football sénégalais. En tout cas, moi, je serai présent à tous les niveaux et j'espère que tous les Rufisquois soutiendront leur équipe. C'était le ministre Abdourahmane Diouf. Et puis, en bref, le Sénégal a abrité la deuxième édition des championnats d'Afrique de beach wrestling. La lutte de plage, 33 pays africains prennent part à la compétition. S'est déroulée à l'Arena nationale. À l'occasion de la première journée, l'équipe du Sénégal a bien marqué son territoire. Le Sénégal qui a remporté la finale. D'ailleurs, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. C'est le constat juste après la Tabaski avec le poisson qui se fait rare actuellement. Et la raison, c'est la pause observée par les pêcheurs pour cette période de Tabaski. Ils passent donc ces moments en famille. Nous avons été au marché de Soumbédioune, par exemple. L'ambiance est devenue inhabituelle. C'est un reportage de Mamadou Sakine. Au quai de pêche de Soumbédioune, l'activité est au ralenti. Les quelques pêcheurs partis à mer débarquent. Dans leur bagage, il y a du poisson, mais pas assez, aux grandes dames des clients. Je suis venue à Soumbédioune parce que j'ai envie de faire du riz au poisson. Mais le poisson se fait rare ces temps-ci. Apparemment, c'est la fête qui en est la cause. Un peu avant la Tabaski, c'était cher, ce qui n'était pas d'habitude. D'habitude, nous prenons ça un peu moins cher. Mais je pense qu'à la veille de la fête, j'étais venue, les prix avaient doublé. Je pense x2 ou même x3. Et carrément, on ne pesait pas kilo, ce qui n'était pas d'habitude. La rareté des acheteurs également constatée sur place serait liée au contexte post-Tabaski. Pourtant, le poisson n'est pas aussi cher que ça. Nous étions en mer, mais nous ne voyons pas de clients. Comme nous sortons de la Tabaski avec ses dépenses, ça doit être ça. La situation est aussi ressentie par les marailleurs. Certains marailleurs avaient stocké du poisson dans leur réfrigérateur. Mais là aussi, les clients se font rares. Si les pêcheurs ne partent pas en mer, le poisson se fait rare, donc la situation se répercute sur notre travail. Ils espèrent tous la reprise correcte de l'activité en début de semaine. Soumbédioune va après renouer avec son ambiance habituelle. Également, c'est le même constat qui a été fait à Saint-Louis, l'ambiance qui demeure avec ce repos, cette pause observée par les pêcheurs qui profitent de ces mois d'après-Tabaski pour les passer en famille. Reportage à Saint-Louis avec Abdouad. Habituellement très animés, les différents quais de pêche de Saint-Louis sont désertés par les clients ainsi que les travailleurs. Tabaski oblige. Les pirogues sont à quai, les camions frigorifiques à l'arrêt, les caisses à poissons tous vides.
Souvent, c'est des travailleurs venus de Fatick, Casamance, Guinée, entre autres. Avec la fête, ils en profitent pour prendre des congés, d'autres pour aller travailler dans les champs. Les rares marailleurs trouvés sur place peuvent s'autoriser de longues siestes, d'autres se détendre autour du thé. Nous travaillons toute l'année. Normal de trouver un moment pour se reposer entre 15 jours et un mois. À la reprise, nous devons enchaîner durant toute l'année. Quelques pirogues sont parties en mer, mais c'est pour pêcher 5 à 6 caisses de poissons. Actuellement, la pêche est au ralenti. L'activité de pêche actuellement au ralenti ne semble pas perturber ces travailleurs qu'ils avaient bien prévus dans leur agenda. On l'avait prévu. À un moment donné, il faut savoir marquer un temps d'arrêt pour se reposer. Certains sont à la plage pour jouer au football. Il y a des pêcheurs qui en profitent pour aller en mer car ils n'ont pas la campagne qu'ils espéraient. La Tabaski est l'occasion parfaite pour les pêcheurs de passer des moments festifs en famille, après plusieurs mois en mer. Certains pêcheurs profitent de l'occasion pour réparer leurs pirogues ou ramander leurs filets. Il faut réparer le matériel, c'est très important. Le tiers de nos recettes nous sert à réparer notre outil de travail. Dans quelques jours, ils prendront le nord, en direction de la Mauritanie. Ça fait longtemps que nous n'avons pas travaillé après la Tabaski, mais il le faut. La campagne, c'était de janvier au mois de juillet, mais la Tabaski a empiété sur la campagne. En cette période de l'année, avec l'hivernage qui s'annonce, les eaux mauritaniennes sont plus poissonneuses. Une alternative qui évite à ces pêcheurs 4 mois de disette. C'est la raison pour laquelle nous nous préparons activement pour aller en Mauritanie, espérant trouver mieux là-bas. Rester 4 mois ici sans gagner un franc, c'est impensable. La Tabaski coïncide avec la basse saison. Ici, très compliqué d'attendre 4 mois. Aller en Mauritanie est la meilleure alternative. Pour pêcher dans les eaux mauritaniennes, la licence en bonne et due forme reste obligatoire. Sur ce point, ces pêcheurs sont en règle, mais une menace plus sérieuse les préoccupe. L'embouchure entraîne des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels chaque année. Il est impératif de trouver une solution au danger de l'embouchure. À chaque campagne, nous perdons des membres de notre équipage. Ces pertes en vies humaines relèguent les dégâts matériels pourtant estimés à des dizaines de millions de francs CFA au second plan. Après la Tabaski, de nombreux pêcheurs profitent de vacances bien méritées, raison pour laquelle il y a si peu de poissons actuellement sur les marchés. Ailleurs, pour autre chose, direction Tambacounda pour aller à la découverte du marché Corona. En effet, durant la crise Covid, les autorités avaient déguerpi une bonne partie des occupants qui étaient illégaux dans ce marché central pour éviter donc des cas communautaires Covid. Tidjane Sissé nous en dit un peu plus. Le marché Corona vu du ciel. Ici, aux heures de pointe, le brouhaha est souvent indescriptible. L'ambiance toujours bon enfant. Au marché Corona, c'est l'ambiance et le travail. Moi, je ne vends pas ce qui est très cher, car la vie est très dure.
Moi, j'anime, car on ne peut pas passer tout son temps à se fâcher matin, midi, soir, pour rien. Fruits, légumes, viande, vêtements, produits cosmétiques, bref, on trouve tout maintenant au marché Corona. Moi, je vends des boucles d'oreilles, des montres et autres produits de maquillage pour les femmes. Le marché Corona, tout le monde vient ici pour travailler. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des agresseurs. Nous sommes venus ici pour travailler, rien que travail, toujours travailler. Comme le président Diomaye a dit, quand on est commerçant, on a besoin de clients pour écouler nos produits et marchandises. Et quand j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de clients ici, j'ai décidé aussi de venir. Ce marché a été créé en 2020 durant la pandémie de la Covid-19. C'est pour faire respecter les mesures barrières dans les lieux publics que les autorités locales avaient décidé à l'époque de désengorger le marché central de Tambacounda. Comme les vendeurs de légumes et des épices n'avaient pas de cantine, on était installés sur la voie, donc on a été déguerpis par le préfet. Et quand on est venu ici, on nous dit que c'est un terrain de l'État. On a dit donc comme c'est un terrain de l'État, on va s'installer. Et il fallait trouver un endroit où mettre ces gens qui seront déguerpis. C'est ainsi qu'on a pensé à cet endroit-là, qui était le seul espace disponible, mais c'était d'abord à titre provisoire. De fil en aiguille, finalement, c'est devenu un marché. Depuis qu'on est venu ici en 2020, moi, je n'ai pas bougé. J'étais très fâché à l'époque. Mais maintenant, je ne me plains pas. Le commerce marche très bien ici. Ancien adjoint au maire de la commune de Tambacounda, cet homme avait à l'époque défendu bec et ongle les commerçants pour qu'ils ne soient pas déguerpis sans succès. Je n'étais pas d'accord. On avait mené le combat au sein du comité départemental, mais la majorité a pris le dessus sur nous. L'histoire leur a donné raison, parce qu'aujourd'hui, si le Corona a quelque chose de positif à Tambacounda, c'est qu'il a permis de créer un autre marché. Quand on a quitté au marché, on était au total 1800 personnes. L'avantage de ce marché aujourd'hui, tous les villages périphériques de Tamba, ils amènent leur production en vente ici. Donc, nous avons des gens qui nous viennent de la Guinée, nous avons des gens qui nous viennent de la Casamance et nous avons des gens qui nous viennent de Bakel. Malgré son rôle crucial dans l'économie locale aujourd'hui, il faut dire que le marché Corona n'a toujours pas d'eau, pas d'électricité, encore moins des bouches d'incendie, ce qui constitue aujourd'hui les principales difficultés pour ses occupants. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je reviens pour le Wolof.